Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur l'émission de Sciences humaines de ce mercredi. Content de vous retrouver ce soir pour parler d'engagement sur Internet, comme le titre de l'émission l'indique. Bienvenue à toutes et à tous encore. Donc ce soir, je suis avec notre invité qui est Stéphane Amato, que vous voyez avec moi, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Alors, j'ai pas écrit tout ça dans le synthé. Vous avez vu que le titre c'est professeur en sciences de la communication parce que c'était trop long. Mais voilà, les présentations officielles sont faites. Donc, merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu positivement à notre invitation et bienvenue dans l'émission. C'est moi qui vous remercie. Je tiens vraiment à vous remercier parce que le magazine Sciences Humaines, c'est un magazine que je connais depuis fort longtemps, lorsque j'étais étudiant, qu'on nous recommandait. Et être invité par vous, c'est assez honorifique pour moi. Donc j'en suis ravi. Eh ben, Et le plaisir est partagé. j'espère qu'on passer un bon moment ensemble avec les viewers. Oui, oui, je suis sûr que ça va bien se passer. Du coup, le sujet est très intéressant. On va parler donc de ce que c'est que s'engager sur Internet. Voilà, alors des communautés en ligne, des bulles de filtres. Voilà, s'engager sur Internet, ça pose de nombreuses questions. Déjà, est-ce que c'est nous qui nous engageons ou est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux, les différents médias qui nous engagent, qui viennent nous chercher, qui viennent nous harponner pour qu'on soit en ligne et pour qu'on produise du contenu. Donc on va parler de tout ça, on va parler de comment les réseaux sociaux influencent nos engagements, et puis ce que ça veut dire de s'engager en ligne. Il y a des gens qui sont très engagés, d'autres moins. Donc voilà, on va parler de tout ça avec Stéphane Amato, avec notre invité. Comme tous les soirs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires de Facebook, dans le chat de Twitch. Comme d'habitude, je m'en occupe dès que vous avez une remarque. Je relais à notre invité. Bonsoir Sakou Darling sur Twitch. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, et ben je crois que j'ai fait le tour pour la petite introduction. On va attaquer les questions. Donc, la première que j'avais envie de vous poser, déjà, pour cadrer le sujet, c'est qu'est-ce que c'est que l'engagement? Le terme engagement, ça évoque plein d'idées. Le taux d'engagement sur un poste, par exemple, l'implication des utilisateurs que les plateformes essayent de maximiser. Ça a aussi l'engagement d'une communauté en ligne, par exemple, qui milite ou qui va produire un contenu en ligne. Comment est-ce que, en sciences de l'information et de la communication, et d'ailleurs dans d'autres disciplines des sciences humaines, comment est-ce qu'on définit ça? Justement, là, vous me tendez une perche parce que j'ai envie de dire, vous proposez un sujet qui paraît d'actualité, j'ai envie de dire, très actuelle, voire même qui se projette dans le futur, alors que la question de l'engagement et la question d'Internet, enfin des réseaux, on va dire, des réseaux sociaux, c'est une question qui est bien plus ancienne. Alors, si vous me permettez, j'aimerais poser quelques jalons et contextualiser un petit peu pour après rentrer réellement dans votre question. Déjà, dire deux mots sur les réseaux sociaux peut-être, puisque c'est un peu d'eux qu'il s'agit. Il faut se dire que on n'a pas attendu, et heureusement d'ailleurs, Internet pour qu'il y ait des réseaux sociaux. Hmm. Déjà, dans les années 30, on avait un monsieur qui est très connu en sciences humaines, qui s'appelle Moreno. C'était un médecin américain d'origine roumaine, qui a commencé à faire des sociogrammes, c'est-à-dire qu'il a modélisé, il appelait pas ça comme ça, mais effectivement des réseaux sociaux avec des petites bulles. Vous parliez de bulles de filtre, bon là, il n'y a aucun rapport, mais des traits les uns entre les autres, des interactions entre des individus. Hmm. On voyait bien qu'il y avait des cercles qui se formaient et qui étaient des réseaux. Donc là, on est dans les années 30, 1930, hein, bien sûr. Hmm. Hmm. Donc voilà. Là, c'était des réseaux en vrai et pas sur Internet. IRL, in real life, en vrai, effectivement. Euh, Ensuite, le terme lui-même réseaux sociaux, il apparaît moi, de ce que j'ai détecté, dans un article d'un anthropologue australien, enfin australo-anglais, qui s'appelle Barnes. Et donc là, le terme apparaît dans un article et il parle de réseaux sociaux réellement. Et, et voilà, donc c'est un mot qui sera plus tard repris dans la littérature, Mhm. en anthropologie, en sociologie, etc.
Voilà. Donc ça, c'est pour le passé, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, avant qu'ils ne deviennent numériques. D'accord. Sinon, pour ce qui relève de l'engagement, alors là encore, vous me posez une question, comment on définit, comment on pense l'engagement très aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, c'est une question qui est déjà très ancienne, enfin, Mhm. ancienne du moins, puisque quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est très connu en sociologie, qui est Howard Baker, Oui. voilà, à qui on doit différentes études chez les musiciens de jazz, chez les fumeurs de joints, tiens, Mhm. qui a écrit enfin, de nombreux ouvrages très intéressants. Il a écrit un article qui s'appelle, je sais plus, Not on the Concept of Commitment. Et déjà, lui, il se posait la question, il dit, mais on parle de plus en 1960. On, on- on parle de plus en plus d'engagement, mais on ne sait pas de quoi on parle. Mhm. Et de là où il est, il va commencer à élaborer une réflexion extrêmement instructive. Et je pense que les théoriciens suivants l'auront lu parce que c'est pas possible, il y a trop de coïncidences. Voilà. Je progresse un petit peu dans le temps, si vous me permettez. Mhm. On va sur Internet, hein, ne vous inquiétez pas, mais j'aimerais poser quelques jalons. Ouais, j'ai les bases, on va dire, du concept, quoi. Voilà, exactement. Mhm. Alors là, pour quelque chose qui m'intéresse bien plus, en 1971, on a, tiens, ben, j'ai le livre à côté de moi, bon, je ne vais pas vous le montrer, ça ne servira à rien. Il y a Charles Kissler qui va définir l'engagement. Et en fait, il va se baser sur une référence qui était déjà, enfin, qu'il avait déjà établie avec Sakumura en 1966. En 71, il dit l'engagement est le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux. Alors, ça paraît tout bête, cette phrase, mais elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que elle nous dit déjà que seuls les actes engagent. Ok, ça veut dire qu'on peut pas s'engager juste en parlant. Si? Euh, si on lit Austin, tout ce qui est lié à la performativité, etc., oui, puisque les actes, ce sont des actes de parole, en fait, hein, lui, dit Austin, D'accord. euh, dans ce qu'il appelle, lui, la philosophie du langage au départ. Mais Donc parler compte comme une action. oui, puisque c'est un comportement qui est Mhm. observable par un attributeur extérieur, je vais y venir par la suite, mais D'accord. parler compte, mais dans certaines situations. Donc, en fait, lui, il veut juste exclure la pensée. Penser, dire en soi, je m'engage, ça compte pas. Mhm. C'est pas un acte, il est visible. Donc, seuls les actes engagent. Et cette définition aussi, elle nous dit qu'on peut être engagé à des degrés divers, donc c'est-à-dire plutôt plus ou moins, il y a une gradation dans D'accord. l'engagement. On peut être un peu engagé ou très engagé. Mhm. Voilà. Encore plus tard, et là je pense que nos viewers, s'il y en a, j'en vois qu'un moi sur mon petit écran, mais bon, Il y en a, il y c'est en pas, a. c'est pas grave. Il y a Jules et Beauvois dans des livres qui sont des incontournables de la psychologie, je dirais, c'est-à-dire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens et la soumission librement consentie. On a deux définitions qui Mhm. peuvent être un peu obscures, mais après, par le biais d'exemples, elles seront sans doute plus claires. Alors la première, elle est à peu près, oui, elle est claire, je pense, c'est l'engagement correspond dans une situation donnée aux conditions dans lesquelles la réalisation d'un acte ne peut être imputable qu'à celui qui l'a réalisé. Ok, Donc là, ça a l'air compliqué là. ça l'est pas tant que ça en fait. Peut-être Pour avec un jouer, exemple, ça sera pour jouer plus. plus tard, pour jouer les Beauvois, en fait, la définition précédente de Kissler n'est que la conséquence de l'engagement. Ce n'est pas l'engagement. Pour, D'accord. pour jouer les Beauvois, et puis c'est resté comme ça, puisque c'est, voilà, ce sont les conditions c'est les conditions qui comptent, les circonstances, les contextes qui D'accord. font que vous allez produire un acte à un moment donné, et selon le contexte, vous allez être ou pas engagé. Ok. Ça, ça va pour le moment? Alors ça va, peut-être avec un exemple, ça irait mieux.
Si je suis tout seul, ou alors non, si on me dit, ben, je peux vous conseiller par exemple de regarder un sketch, tiens, je vais être un peu décalé de Haroun. Est-ce que vous connaissez le comique C'est un Haroun? humoriste, ouais, Haroun, ça me dit quelque chose. Tout à fait. Ben, vous tapez sur Google, vous tapez l'engagement, et il explique qu'il est dans la rue, il est pris dans une manifestation de féministes. Hmm. Il explique que c'est un peu malgré lui. Et il dit, j'ai été engagé sur 30 mètres, euh, mais c'est malgré lui. D'accord. Il n'est pas réellement engagé pour la cause, alors et il en rigole. Hmm. Donc, en fait, il y a différentes conditions. Là, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit réellement engagé Ok, je dans comprends. le Ça veut dire féminisme. qu'il a défilé avec les féministes et que si on s'attache juste à l'acte, on pourrait dire il est engagé, alors que il l'est Toutes les pas parce qu'il conditions, faut comprendre le contexte et que c'était voilà, juste quelqu'un qui passait par là, quoi. c'est exactement ça. C'est Ok. exactement ça. Mais je vous invite à regarder le sketch. En plus, il est drôle, donc tant qu'à faire. Si on peut apprendre des choses en s'amusant, ce n'est que mieux. Exactement. Alors, par contre, moi, une dernière définition, parce qu'après, ça peut devenir lourd. Et comment dire, ça peut devenir lourd. Et c'est une définition que j'ai mis du temps à comprendre son utilité. C'est l'engagement correspond aux conditions de réalisation d'un acte qui, dans une situation donnée, permettent à un attributeur d'opposer cet acte à l'individu qui l'a réalisé. Alors, Joulet-Beauvois, ils nous disent, ça c'est dans la soumission librement consentie, que cette définition, elle est peut-être un peu plus juridique. Elle est Euh, compliquée aussi. Est-ce qu'avec oui, un exemple, on peut la clarifier? il y a deux choses. Il y a l'idée d'attributeur extérieur, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vous voit agir, comme dans la manifestation d'Aaron, où Aaron manifeste, en fait, il manifeste pas d'ailleurs. Hmm. Euh, il y a plein d'éléments qui lui, de contexte qui lui permettent de dire cette personne, elle est engagée dans telle cause. Voilà. Et il y a D'accord. l'idée d'opposer cet acte à un individu qui l'a réalisé. En fait, c'est un terme juridique, c'est le droit opposable. Euh, et en fait, c'est très logique. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette définition. Et c'est très logique que Joulet-Beauvois ait introduit une définition un peu plus juridique, je dirais, parce que en définitive, l'engagement, de tout temps, l'homme a eu besoin de s'engager, a été engagé, a fait des contrats, s'est marié, etc. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, c'est un objet scientifique total, Hmm. l'engagement. Et c'est pas anodin que des disciplines comme les sciences juridiques, les sciences de l'information et de la communication, la psychologie et l'anthropologie et bien d'autres encore s'y intéressent. Bon, nous, Hmm. en sciences de l'information et de la communication, nous sommes une interdiscipline, donc c'est normal qu'on aille piocher un petit peu à droite, à gauche pour, euh, pour faire parler tout ça. Ok. Voilà. Par rapport à par rapport à la question des définitions, sur Twitch, il y a Jules qui nous dit dire je suis féministe en étant chez soi seul finalement n'engage à rien si on ne le dit pas dans le bon contexte, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. On peut le dire si on le dit seul. En fait, l'idée, c'est qu'il faut il y a deux grands facteurs qui sont importants. Il y a le, il y en a un qui sont liés à comment dire, aux raisons de l'acte, Mhm. pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, et à l'importance de l'acte. D'accord. Euh, il y a le contexte de liberté qui est fondamental, c'est-à-dire il ne faut pas être puni si on vous dit ben, tu vas écrire ça, tu vas écrire ce texte pour. Il y a eu des expériences qui font ça. On faisait écrire des textes pour ou contre la peine de mort à des étudiants, mais tantôt ils étaient obligés, tantôt ils étaient totalement libres. Et on voyait ce qui se passait au niveau après de leurs attitudes, s'ils en venaient à modifier leurs attitudes par rapport à la peine de mort. Et ça, c'est des travaux qui sont très connus par ceux qui travaillent sur l'engagement. Mhm. Donc, si on est chez soi et qu'on se dit dans la tête quelque chose et qu'on ne l'écrit pas, qu'on ne le matérialise pas dans un groupe avec son vrai nom de façon bien visible, etc., ça n'est pas de l'engagement. Ouais.
Tout à Mhm. fait. Parce que ça n'engage à rien, oui, ok. Mais cette Complètement. expression courante qui dit ça n'engage à rien, c'est vrai que on comprend, il y a des choses qui n'engagent à rien. Une parole en l'air ou une pensée, ça n'engage à rien. Donc c'est pas vraiment de l'engagement, quoi. Complètement. Mais apparaît, il faut faire attention à cette phrase parce que elle rejoint une autre petite phrase qui est magique dans la théorie de l'engagement, qui est vous êtes libre de. J'avais pas prévu de parler autant d'engagement, mais je le fais bien volontiers, hein. Mhm. Vous êtes libre de, c'est quand vous prononcez cette petite phrase à quelqu'un avant de lui proposer de réaliser un acte engageant, Ouais. ben, il sera d'autant plus engagé. Je ne Ah vais oui, pas d'accord. développer parce que ce serait trop. Voilà, il faut que la personne se sente libre de réaliser l'acte qu'elle va produire. Et ça n'engage à rien, cette petite phrase, parfois, elle fonctionne un petit peu de la même façon. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ah Voilà. oui, d'accord. Si on dit à quelqu'un de faire quelque chose qui n'engage à rien, il va s'engager plus Ouais, fortement que... voilà, parce qu'il se dit oh, si je suis libre de le faire ou pas, D'accord, après tout, ok, je comprends. voilà. Mhm. Voilà. Ok, Alors ok. maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu quand même dans le vif du sujet, dans les réseaux sociaux, etc. Alors voilà, ouais, c'était une question que je voulais vous poser aussi. Comment est-ce que les réseaux sociaux, ils cherchent à, bah, déjà Ben, à maximiser notre engagement, peut-être? peut-être déjà comment ils définissent eux-mêmes. Ah, parce qu'ils Euh, n'ont pas la même définition que les sciences et humaines. non, et non, parce que nous, enfin, en sciences humaines et sociales, ça fait des années. Vous avez vu, je suis remonté jusqu'à 1930, Oui, et oui, vous c'est avez vrai. dans le droit civil, dans le code napoléonien, etc. Il y a des marqueurs, on parle d'engagement, de quasi-engagement, etc. Comment dire, c'est pas nouveau tout ça. Et là, les réseaux sociaux viennent un peu bouleverser la donne. Et chaque réseau social a sa propre définition de l'engagement, Mhm. celle qui l'arrange en définitive, hein. Mais en gros, en gros, le taux d'engagement, parce que c'est une métrique, ça va être le nombre d'interactions avec le réseau social, d'accord? Un like, par exemple, un partage. Exactement. Ok. Bah, vous le dites à ma place, c'est parfait. Divisé par le nombre d'impressions. Alors, les impressions, c'est le nombre de fois où vous allez être exposé à un message ou à un contenu qui propose d'interagir, fois 100, tout simplement. Ok. Est-ce que c'est à peu près clair, ça? Donc c'est clair, en fait, oui, pour les réseaux sociaux, quand on est engagé, bah, ça rejoint un peu la définition quand même qu'on donnait par rapport aux sciences humaines. C'est-à-dire que si on reste en retrait et qu'on laisse défiler, par exemple, un contenu sans interagir avec, c'est pas de l'engagement. C'est de l'engagement quand je mets un like, quand je partage, quand je mets un commentaire, par exemple. Il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Mais le like, si personne ne le voit et si on sait que personne ne le verra, ou si on a un pseudonyme, il aura moins de valeur, il sera nettement moins engageant Ah que oui. si un like irrévocable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le retirer, parce que Et c'est qu'il y a facile. notre nom. Parfois, on fait un post, on voit qu'il n'est pas lu, qu'il ne plaît pas, hop, on le retire. Vous voyez, l'action est réversible. Dans l'idée d'engagement, il y a l'idée d'irréversibilité de l'acte aussi. Et là, c'est dans la définition des réseaux sociaux ou c'est dans celle des sciences humaines, là? Celle des sciences humaines. Oui, Voilà, ok. voilà. Le réseau social, il compte pas ça. Non, 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 ça, il compte pas. Ça, il Mais compte pour pas. l'observateur en sciences humaines, ouais, il y a ces paramètres qui vont rentrer en compte. Est-ce que je suis anonyme, est-ce que je suis pas anonyme? En tout cas, est-ce que plutôt sous pseudonyme, puisque la différence est quand même importante Oui, sur tout à fait. Internet. Est-ce que j'ai un pseudonyme ou pas? Est-ce que d'autres vont voir quand je like, par exemple? Ça me fait penser, quand je like sur Facebook, bah, les gens ne savent pas, sauf s'ils vont directement sous le post et puis qu'il y a mon nom en dessous. Par contre, quand je like sur Twitter, les gens peuvent voir apparaître dans leur timeline que j'ai liké ce post, alors même qu'ils ne seraient pas tombés dessus sans ça, quoi. Exactement. Et Donc là, c'est donc, plus engageant. exact, vous avez tout compris. C'est plus engageant, vous êtes plus engagé. Ok. Et d'une certaine façon, sans vouloir, je le développerai peut-être un petit peu après, quelque part, ça vous prédispose à agir de façon, en psychologie, on dirait consistante, ça vous prédispose à réagir dans la même ligne de conduite, ça ouvre un champ d'action et ça vous prédispose à continuer Hmm. de vous engager et avec des actes plus coûteux. D'accord. C'est pas neutre, c'est pas rien. Il y a une sorte d'escalade de l'engagement. Ça, on va venir après parce que ça, c'est une forme escalation of commitments. C'est une expression que l'on doit à Sto, mais c'est plutôt dans le cadre d'engagements qui sont dysfonctionnels.
Ok. Donc, On y reviendra un peu si plus vous... tard. On a déjà Cécile Desto qui nous rejoint sur Twitch. Bonsoir, bienvenue. Et Swokol qui dit, en d'autres termes, l'engagement pour les plateformes numériques, c'est de la métrique quantitative. En gros, oui, c'est des datas, quoi, c'est du chiffre, Complètement, c'est ça. complètement. Et le truc, c'est que l'engagement sur Internet, c'est effectivement quelque chose de quantifiable, de façon apparemment univoque à un instant T. Donc c'est une métrique, c'est un nombre, un peu bête enfin un peu bête. Moi je trouve qu'il veut pas dire grand-chose en définitive, parce on n'est pas trop capable de savoir ce qu'il veut dire. À Mhm. part pour l'exemple que je prendrai tout à l'heure, je vais prendre un exemple après. C'est une interaction qui place indistinctement sur le même plan différents types de mini-actes. Mhm. Ils sont tous placés sur le même plan et surtout ni le sens, j'ai envie de dire informatif, affectif, positif, négatif, ni le coût que peut revêtir le mini-acte. Mhm. Par exemple, s'il s'agit de, on vous dit, il faut écrire un texte de 20 lignes pour promouvoir je ne sais quoi, c'est un acte super coûteux, donc bien plus engageant. Et tout ça est un peu amalgamé Mhm. et est pris en compte de façon un petit peu indifférenciée. Mhm. D'accord. Voilà. Et si vous voulez, On a aussi une question sur Facebook, sur alors le sujet est un peu plus vaste, mais donc je vous lis la question. Docteur Amato, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est la différence entre l'engagement politique, empowerment, capacitation, dans le sens de se réunir dans l'espace public pour agir sur la cité, et l'engagement comme vous l'entendez, dans sa dimension à la fois communicationnelle et psychosociale? waouh. Euh, En gros, l'en- si je comprends bien la question, ça veut dire que quelle est la différence entre un engagement politique, on va dire réel, plus ou moins, enfin, même si sur Internet c'est réel aussi, mais en tout cas dans la vraie vie, c'est-à-dire par exemple aller manifester, et un engagement, bah là du coup, qui est... oui, et l'engagement, comme vous l'entendez, dans sa dimension à la fois communicationnelle et psychosociale. bah, mais en fait, l'engagement politique, c'est juste enfin, c'est juste, pardon. Pour moi, la politique, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Et d'ailleurs, on parle d'engagement, on pourrait aussi parler du désengagement par rapport aux politiques. Oui. J'avais été auditionné au Conseil économique, social, environnemental, justement pour favoriser l'engagement citoyen via les réseaux sociaux numériques. C'était une saisine il y a quelques années de ça. J'ai envie de dire que c'est le même. Les ressorts mentaux et actionnels sont les mêmes. C'est juste le terrain qui là est politique qui change. Hum, d'accord. Mais les sciences de la formation de la communication s'intéressent aussi à l'engagement politique, j'imagine. Oui, Ça fait partie complètement. de leur objet d'étude. Complètement, nous, on s'intéresse pas directement à la. Enfin, on pratique pas ça directement pour un parti ou enfin, pour une cause partisane, Hum, mais on est très, très. Il y a tout un champ de recherche qui a été ouvert par Françoise Bernard, une grande personnalité de notre discipline, qui s'appelle la communication d'action et d'utilité sociétale. On s'intéresse beaucoup à deux grandes questions, qui sont la santé et l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est quand même, et la santé publique aussi, on n'est pas loin du politique, puisqu'il mhm. s'agit d'ouvrir des champs d'action à des niveaux très, très, très larges. Oui, tout à fait. Ok. Je reviens Euh, un peu ouais, sur les réseaux sociaux, ouais, où il y a, allons-y, revenons dessus. Et il y a encore n'hésitez des... pas si vous avez encore des questions, hein, on les prendra Oui, aussi au fur et à allez-y. mesure. Oui, non, je boirai plus tard. Donc, je vais vous prendre un exemple qui me semble vraiment révélateur Ouais. et qui montre peut-être un effet, selon moi, ça n'engage que moi, un petit peu pervers. Par exemple, on va prendre le cas de Twitch. Ouais. D'accord? Vous dites comment ou alors, non, on va d'abord prendre le cas de LinkedIn, pardon, excusez-moi. LinkedIn. Euh, LinkedIn aussi fournit des métriques, mais qui vous aident vous-même, c'est-à-dire vous regardez.
C'est, vous savez, le miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Ben là, c'est le SSI, c'est le Social Selling Index. Vous pouvez le consulter quand vous voulez. Et d'ailleurs, certains l'affichent fièrement sur leur page pour dire qu'ils sont vraiment d'excellents, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Mais cet indice chiffré est survalorisé et il repose sur quoi en fait? Il repose sur 4 aspects. Construire une marque professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez le sous-entendu derrière. Mhm. Un individu lambda, moi je suis là, je m'inscris, j'ai moi-même un compte LinkedIn. Je ne suis plus un individu, je deviens une marque, puisqu'il faut construire une marque professionnelle. Ok. C'est, c'est un peu embêtant, En hein, faisant quand sa promotion sur LinkedIn. Alors LinkedIn, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau social professionnel destiné à créer des liens entre professionnels, parfois partager des offres d'emploi, postuler, ce genre de choses, mettre un CV en ligne et parler de ce qu'on fait au travail. En gros, c'est l'objectif du réseau social, c'est ça. tout à fait, complètement. À ceci près que depuis que ça a été racheté par Microsoft, moi je vois sur mon application mobile, il y a marqué trouver un emploi, chercher un emploi. Apparemment, il y a une volonté de faire glisser les réseaux sur la recherche d'emploi. D'accord. Et d'ailleurs, ils vendent des formations, ils vendent du coaching, etc. Donc voilà, il y a cette idée-là Mhm. derrière. Ok. Donc, construire votre marque professionnelle. Donc, si vous, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire mettre sa photo, donner plein de renseignements sur soi, son âge, où où on a été à l'école, etc., Ok. etc. Mhm. Un C'est CV ça. très complet, quoi. Ouais, 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 il faut vraiment se livrer, quoi. Donc, mais ce qui peut se comprendre, mais qui a des effets pervers par la suite. Ensuite, trouver les bonnes personnes. Alors moi, les personnes, je sais ce que c'est, mais les bonnes personnes, euh, c'est un peu, je trouve ça un petit peu orienté. Ensuite, échanger les informations. Là, ça devient, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Parce que j'ai quand même été gratté. Ça veut dire tout simplement créer du contenu, faire des articles avec des points de vue sur des événements d'actualité ou liés au marché du travail, etc. C'est-à-dire que là, on devient quelque part un travailleur, non pas du clic, mais oui, si, plus que ça. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Antonio Casilli et de Dominique Cardon là-dessus. Mhm. On a publié des articles dessus dans Sciences Humaines, mais ouais, je ne sais pas si on peut détailler tout ce soir, ça va être compliqué, mais en gros, c'est des gens qui travaillent sans s'en rendre compte en cliquant au bon endroit au bon moment sur les plateformes, quoi. Et c'est eux qui font la valeur de la plateforme, en fait. Hmm. C'est nous qui, en utilisant la plateforme, créons la valeur de la plateforme. Donc, on se fait exploiter quelque part. On devrait On n'est pas certaines payé pour ça. rémunérer pour aller sur ces plateformes. Sans vous connaissez le proverbe, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, hein. Et c'est ça. Je le dis un peu mal, mais c'est ça l'idée. Donc, échanger des informations, ça veut dire qu'on va créer le contenu à la place du média, voilà, et établir des relations. Donc, Hmm. il y a une mise en compétition implicite sur des critères qui sont pour moi discutables, très discutables, puisque chacun va regarder le SSI de l'autre et dire moi j'ai un plus beau SSI, ça rappelle d'autres types de comparaisons Hmm. que je n'évoquerai pas ici tout de suite maintenant. Bon, on est Ok. d'accord. J'entends par le petit rire, je comprends qu'on est d'accord. L'individu devient une marque, j'ai envie de dire comme une autre. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'à une époque, Jacques Séguéla, dans les années 80, le publicitaire très bronzé, vous savez, Ouais. euh, et il disait, il avait dans son agence de publicité, la stratégie, c'était la stratégie de la marque personne. Pour lui, les marques étaient des personnes. Mais là, il y a une sorte d'inversion du truc, et c'est les personnes qui deviennent des marques, Hmm. en fait, et qui vont devoir euh, se, se marketer elles-mêmes, hein. Ouais, Voilà, se vendre. se vendre. Hmm. Et ça, pour moi, ça Notamment crée. des employeurs, par exemple, sur LinkedIn, je suppose. Bah, par exemple, quand on cherche du travail ou quand on est indépendant et qu'on veut se vendre qu'on veut vendre notre service à des professionnels, plus on a ce SSI, c'est-à-dire plus on a voilà, une marque bien faite sur LinkedIn, plus on trouvera des clients, quoi, ou des employeurs. Tout à fait, tout à fait.
Donc ça, c'était l'exemple de LinkedIn. Alors attention, moi j'y suis, je suis très content. Enfin, ça avait été un de mes terrains de recherche, j'avais écrit un article dessus d'ailleurs. Je ne sais pas si il sera disponible après en partage ou pas sur le développement de marque personnelle. Enfin bref, ça je vous laisserai voir. Quelques mots sur Twitch, puisque nous y sommes. Autant en dire quelques mots. Twitch, comment ils font à maximiser l'engagement? Ben, c'est en donnant, il y a carrément un mode d'emploi qui s'appelle, avant c'était Connect and Engage. Alors attention, les mots ont une importance quand il s'agit d'engagement, parce que nous on a un seul mot en français. Aux États-Unis, il y a toute une gamme, il y a engage, to be involved, etc. Et ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc, new viewer retention, par contre. La rétention. Retenir les spectateurs. Voilà. Et là, on est un petit peu dans les travaux de Fogg, qui travaille sur ce qu'on appelle la captologie. Mais c'est une notion récente, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc, on nous explique donc comment attirer et garder les nouveaux viewers. Là, on est totalement dans ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a des pages qui nous expliquent comment faire du personal branding, c'est-à-dire créer sa marque à soi. Nous devenons mon nom devient une marque quelque part. Comment engager les viewers vous savez qu'il y a un système de mieux que moi sans doute, qu'il y a un système de monétisation, d'abonnement. On peut s'abonner, payer une somme mensuelle pour soutenir la personne. Exactement. Via un Prime, via différentes voilà. Il y a l'idée de social media stratégie. Donc en fait, on devient d'une certaine façon le community manager de soi-même. Là aussi, on peut se dire, à la base, c'est un métier pour des marques. Déjà, c'est discutable. Là, c'est pour soi-même. Et puis, d'autres, il y a des channel analytics qui, encore une fois, nous permettent d'avoir des données chiffrées. On sait si, par rapport à la semaine dernière, on a eu plus de monde, moins de monde, si les gens sont restés, à quel moment ils ont arrêté. Ce qui nous permet ce qui permet à ceux qui sont dessus, du moins, de s'évaluer. Ce qui veut dire en fait que ces plateformes, donc que ce soit LinkedIn ou Twitch, en fait elles se servent de ce que nous on produit et elles nous engagent, en tout cas elles nous incitent à nous engager à travers différentes choses, ce SSI pour LinkedIn, pardon, ce petit tutoriel pour Twitch. En fait, oui, tout le monde devient en gros un travailleur pour la plateforme, quoi. Complètement. Et juste 2 mots sur Twitch. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a aussi un petit mode d'emploi sur comment s'exprimer quand quelqu'un vient. Je sais pas si vous avez. Enfin, moi, je m'amuse à regarder à la fois les tops, ceux qui sont au top, des gens comme Gotaga, Squeezie, pour voir un petit peu comment ils fonctionnent dans leurs interactions. Et ou d'autres un peu plus anonymes. Moi, j'ai l'exemple récent d'une de mes anciennes étudiantes qui a arrêté son cursus en fin de première année. Aujourd'hui, elle vit de son activité sur Twitch. Et j'ai l'impression que Twitch favorise une sorte d'hyper-correction dans l'interaction. Bonjour Intel, bonjour Lolo24, comment vas-tu? Merci pour ton sub, etc. Enfin, tout ça est assez stéréotypé, j'ai l'impression. Donc, on a une hyper-correction dans l'interaction on a l'impression qu'il y a une fabrique de mini-clones. Et moi, je mets ça en parallèle avec Goffman qui décrivait des rythmes d'interaction et qui, lui, était nourri, ça, on ne le sait pas trop chez Goffman. Vous connaissez, je ne pense pas que ce soit la peine que je développe sur qui était Goffman. Peut-être on peut dire pour les gens qui ne connaissent pas Erving Goffman. Ouais. Je vous laisse le dire ou je le dis moi? Allez-y. Oh. C'était un sociologue assez génial, même si sur le plan méthodologique, je pense qu'il a eu des grandes intuitions et qui a théorisé notamment
deux choses, enfin, il y a deux mots-clés qu'il faut retenir. C'est l'idée de rythme d'interaction, notamment de déférence. Quand, les rythmes d'interaction, c'est quand on se dit bonjour, comment ça va? En Mm. vérité, c'est pas qu'on s'en fout, mais un peu quand même de savoir comment l'autre va. Mais c'est le préalable à toute communication un petit peu réussie. Ouais. Voilà. Mm. Donc ça, c'est la rythme d'interaction. Et l'idée de face, comme quoi il faut, quand on est en groupe, que maintenir l'interaction de telle sorte que personne ne soit amené à perdre la face. Ouais. Voilà, ça c'est D'accord. super important pour Goffman. Bon, mais il a écrit des livres, il faut les lire et voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lui, il était nourri il a lu beaucoup de livres sur les bonnes manières. Ah oui, Et, d'accord. Mm. et moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est Twitch qui devient le nouveau Nadine de Rothschild, si vous voulez, d'une génération. Bon, alors je sais C'est-à-dire pas. le code des bonnes manières, c'est ça? Voilà, bonjour, comment ça va? Et d'ailleurs, il y Mm. a une sorte de pervasivité qui fait que vous l'observez dans le langage courant. Je suppose qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit lol en Oui, c'est face à vrai. Mm. En face à euh, face, ouais. donc Mm. ouais, voilà, il y a une pervasivité qui permet ça. Mm. Ça pose question. Moi, je ne regarde pas ça de façon très joyeuse, mais bon, voilà. Chacun se fera son avis. Exact. Bonsoir Fabien, bonsoir Farid, bonsoir Samantha sur Twitch et bonsoir Elvire et François sur Facebook. Voilà, je me livre à ce dont on vient de parler. Je salue les gens qui nous regardent et qui commentent. Alors, on a un commentaire de Jules qui nous dit l'interaction avec le public est particulièrement valorisée sur Twitch, ce que je viens de faire, où les spectateurs viennent pour une personne ou une personnalité. Alors ça, ils viennent pour le journal Ouais. sans doute plutôt. Donc la façon dont le streamer interagit avec son public est essentielle. Alors, ok, ici on est une chaîne d'un média, mais la plupart du temps c'est des chaînes de personnes. Et on revient un peu au concept que vous développiez tout à l'heure de je développe ma marque de personne, quoi. Tout à fait. Et moi, ce qui m'avait frappé, et je rejoins Jules, alors c'est peut-être un jeu de mots, enfin, je sais pas, Peut-être. j'espère que ce n'est pas mon maître, Robert Vincent Joule, qui se cache derrière ce pseudo, ce serait une blague, sinon, mais non, non, je pense pas. Euh, moi, avec mes étudiants, parce que souvent mes étudiants, c'est eux qui m'ont appris ce qu'était Twitch, comment ça fonctionnait, etc. Vous voyez? Et souvent, ils me disent, mais on suit un tel, parce qu'il est sympa. Ils établissent une sorte Hmm. de relation affective Ouais. avec les personnes. On aime la Et c'est, personnalité des gens, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Il y a une forme de relation affective qui se forme. Et bon, moi, ça me paraît un peu étrange, mais c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. Et il faut des gens pour le décrire. Tout à fait. Alors Fabien qui demande après, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu des expressions spécifiques à tel ou tel réseau, des codes? Par exemple, merci pour l'ajout sur MySpace déjà. Alors MySpace, ça fait un moment, je me rappelle plus trop, mais je ne sais pas si ça a été étudié. Est-ce qu'il y a des codes spécifiques par réseau? Euh, alors, par réseau, je sais pas, mais dans le temps, moi, j'avais fait une étude sur Usenet. Alors, Usenet, c'est vraiment la préhistoire des forums de discussion. Et il y avait des acronymes BRB, ça voulait dire Be Right Back, je serai de retour, IMHO, In My Humble Opinion. Ouais, Et d'accord. j'ai l'impression que malgré tout, certaines de ces expressions perdurent et sont partagées par les différents réseaux. Ouais. Après, il faut connaître, il faut avoir cette culture, voilà. C'est ancré quand même au départ dans la culture web. Hmm. Fetazik, bonsoir, qui demande cela veut-il dire que l'engagement sur les plateformes numériques s'accompagne forcément de perspectives de marchandisation et de valorisation individuelle au détriment de l'intérêt commun? Ah non, ben non, je comptais pas le faire maintenant, mais si vous voulez, je peux vous donner un exemple concret d'une expérience qui a été réalisée par Nicolas Guéguin, Mhm. que vous connaissez sans doute, avec c'est Cécile Jacob, Nicolas Guéguin, et j'oublie toujours le troisième. Lui, il avait voulu voir si le fait d'engager les gens permettait je vais vous raconter l'expert. En fait, il, euh, il attirait des gens par mail, je crois que c'était 2000 personnes environ. Ouais. Il les avait invités à se connecter à un site
qui parlait des mines antipersonnelles. D'accord. Et tantôt les gens se connectaient directement et on leur proposait de faire un don dans un premier temps. Mhm. Dans une seconde condition, dite expérimentale, les gens se connectaient, on leur proposait de signer une pétition. C'est un premier petit acte engageant. Et Oui. tout à l'heure, je vous ai dit que ça prédisposait à des actes ultérieurs, peut-être plus importants. Mhm. Ensuite, seulement, on demandait si les gens voulaient bien donner de l'argent pour lutter contre les mines interpersonnelles. Alors bien sûr, on arrêtait là, hein, on s'arrêtait sur du déclaratif, on ne D'accord. prenait pas le nom des gens. Enfin, je pense pas qu'il l'ait fait, c'est quelqu'un d'honnête. Mais c'est Euh, est-ce que vous voulez donner, quoi? ouais, C'est voilà. peut-être ça la question. Et ce qu'on observe, c'est que de façon significative, les gens donnent non seulement sont plus nombreux, enfin, sont plus nombreux, mais ils donnent plus dans cette situation-là, dans cette situation d'engagement. Ah oui. Donc, nous, en tant que chercheurs, on cherche très souvent à induire des comportements vertueux et jamais des comportements qui pourraient être délétères ou Mhm. voilà. Donc ça veut dire que on peut aider les gens à s'engager, ou en tout cas les inciter plutôt à s'engager, Exactement. On peut les accompagner, on va dire, dans l'engagement. mais du coup pas forcément au détriment de l'intérêt commun, puisqu'ici c'était plutôt quelque chose d'intérêt général, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors on peut passer à la question suivante. Moi je voulais aussi vous demander, on en entend beaucoup parler dernièrement, cette idée de bulle de filtre, de la façon dont les plateformes, donc les réseaux sociaux notamment, mais c'est valable aussi pour Twitch, parce que Twitch met certains streamers en avant et d'autres pas. Il y a un tri qui s'opère en fait. On ne peut pas voir tout le contenu d'une plateforme, et donc la plateforme trie. Et donc il y a eu toute cette question des bulles de filtre, c'est-à-dire qu'on ne voit que les avis qui vont dans notre sens, que dans notre timeline, on va avoir que des gens qu'on a l'habitude de lire, de voir, d'entendre, et ça va nous enfermer, en quelque sorte, dans notre monde, plutôt que de nous ouvrir. Est-ce que ces techniques-là sont utilisées par les réseaux sociaux, et quels sont les effets, quoi? Elles sont utilisées, oui et non. Enfin oui, il y a effectivement, il y a un effet pervers les bulles de filtre. Je crois que c'est une notion qui a été propulsée par Elie Pariser, qui est un activiste d'Internet. C'est pas nécessairement un chercheur, mais c'est pas grave du tout. Attention, hein, j'ai beaucoup de respect pour les activistes. Et souvent, c'est eux qui font émerger des idées, qui sont récupérées par des chercheurs, qui après les valident ou pas. Mais dans ce cas-là, je crois que ça avait été validé. Je me souviens d'une chercheuse italienne qui montrait des jolis graphes avec des jolies bulles, si je puis dire. Mhm. Euh, que dire? C'est vrai que les bulles de filtre, c'est une façon de ne jamais sortir de ses propres opinions, puisque quand vous likez, quand vous cliquez sur des contenus, quelque part, il y a cette idée, tiens, vous avez l'occasion de regarder sur le Wikipédia américain, enfin anglais, c'est Digital Footprint. Vous laissez une empreinte numérique Mhm. et à partir de très peu d'informations, si vous voulez, les cookies qui sont restés sur votre ordinateur, etc., Ouais. on sait à peu près qui vous êtes. Et plutôt que de vous déranger dans votre petit confort douillet, on ne va vous donner que ce qui vous plaît. Mhm. Et donc, ça participe d'un isolement intellectuel et culturel, ce qui est assez embêtant. C'est d'autant plus embêtant que si par hasard un contenu contre-attitudinel, alors ça c'est un mot de psycho, Ça veut dire? euh, oui, d'un coup je me suis emballé là, Non, mais on peut l'expliquer, il n'y a pas de problème. sans souci. Non, si un contenu qui ne va pas dans le sens de vos attitudes, de vos sentiments, de ce que vous pensez, de qui vous êtes réellement, Mhm. venez à traverser la bulle, j'ai envie de dire, incidemment, eh ben, ça va favoriser chez vous ce que l'on appelle un effet boomerang. C'est-à-dire que vous allez radicaliser votre position initiale. C'est-à-dire que D'accord. si, par exemple,
j'ai envie de dire, je vais dire n'importe quoi, mais dans l'actualité, il y en a quand même une actualité qui est riche autour de ce qu'on appelle oui, la crise du Covid. Et si, par exemple, imaginons que je sois pro-Raoult, Mhm. je ne vais recevoir que des messages de personnes qui sont à fond derrière lui pour lâcher l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et je ne sais quoi d'autre. Mhm. Bon, si par hasard quelqu'un vient me titiller ou même pas me chercher, juste je vois un contenu alternatif, eh ben, je vais radicaliser ma position. Je vais être encore plus convaincu que c'est Didier Raoult qui a raison. Ouais. Voilà. Et donc ça s'appelle l'effet boomerang. Joue les Beauvois en parle abondamment. J'ai retrouvé des traces dans le livre de Kistler d'une expérience de Kistler et de Roberta Matog là-dessus. C'est un phénomène bien connu. Voilà. Donc oui, la bulle de filtre favorise l'entre-soi en termes d'idées, en termes de personnes, etc. Après, ben, il y a Dominique Cardon que j'ai évoqué tout à l'heure. Lui, il émet quand même un bémol. Il dit la bulle, c'est nous qui la créons par un mécanisme de reproduction sociale. Le vrai filtre, c'est le choix de nos amis, plus que de l'algorithme de Facebook, par exemple. Oui, Bon, d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une question qui m'a toujours trotté dans la tête quand j'ai entendu parler de ces bulles de filtre. C'est en quoi, enfin, est-ce que c'est vraiment un mécanisme différent de ce qui se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, on choisit les personnes qu'on fréquente, on choisit avec qui on est ami, avec qui on n'est pas ami, on choisit quel programme télé on regarde, on choisit quel livre on lit, quelle presse on lit. Il y a aussi, voilà, selon notre sensibilité, par exemple politique ou autre, on a aussi dans la vraie vie une sorte de bulle de filtre. tout à fait. Mais vous rejoignez les propos de Cardon, en fait, tout simplement, de Dominique Cardon, pardon. Vous avez tendance à penser que c'est nous qui créons notre propre bulle de filtre, pardon. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est quand même suramplifiée Mhm, par les plateformes qui ont tout intérêt pour nous garder, à nous mettre dans un environnement très confortable. mhm. Et voilà. D'accord. Mais D'ailleurs, il y a un ajout de Jules dans le chat qui est intéressant aussi, qui dit dans la oui, vraie vie, nous avons des relations imposées, par exemple au travail. oui, oui. Mais celles-là, elles ne sont pas toujours heureuses. Euh, c'est peut-être la Aussi. différence. Voilà. Mais si vous me permettez, je voudrais prolonger votre réflexion, parce qu'en fait, vous parlez des techniques, enfin, de tout ce qui peut altérer notre perception de la société, en fait, si j'ai bien compris votre question. Oui, oui, bah oui, c'est la question de est-ce que finalement la psychosociale analyse pas ça aussi, le Et fait que alors, on a tendance à aller vers ce qui nous plaît, ce vers quoi on est familier, plutôt que vers des idées nouvelles ou de l'inconnu. il y a ça qui est important, mais il y a aussi un autre phénomène qui, lui, est plus étudié par les gens qui font de l'infométrie, par des mathématiciens. C'est, on s'est rendu compte qu'en fait, par exemple, si je prends le cas de Twitter, c'est un tout petit monde qui donne l'illusion d'être le monde. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, enfin, je vais me référer à deux livres peut-être. Il y a celui d'Huberman qui a écrit, bon, je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien. The Laws of the Web, les lois du web. Pour lui, il y a on observe sur le web des régularités. Euh, donc pour lui, ce sont des lois. Et il y a Lafouge et j'ai oublié l'autre nom, j'en suis désolé, qui a écrit les statistiques de l'intellect. Oui, c'est Lafouge et Pouchot, voilà, c'est ça. Et donc, tout ça nous dit que si on prend Twitter, il y a une infime minorité de personnes qui produit la très grande majorité des messages. Mhm, C'est un petit peu quand on vous dit, vous savez, 1% 1% des personnes les plus riches sur Terre détiennent deux fois la richesse des 92% de la population mondiale. mhm, On a une courbe, donc tout en haut, une courbe qui décroît très rapidement avec nos 1% qui détiennent tout. Ben mhm, là, ça va être 1%, 2%, 5%, j'en sais rien, qui produisent les messages. Et comme il y en a beaucoup de messages, bon, on a l'impression d'un pluralisme, mais c'est plus une pluralité. Là, on mhm. est sur le nombre. Le pluralisme, on est sur un niveau quantitatif, c'est le pluralisme des idées.
Donc il y a beaucoup de messages. Et donc ça suit ce qu'on appelle une distribution de zip, donc où une minorité d'individus contribue à la très grande majorité des réalisations. Et ça pose un problème parce que souvent on voit les journalistes qui s'expriment et qui disent, bon, alors j'ai vu sur Twitter ça, il y a beaucoup de gens qui... Non, mais Twitter n'est en aucun cas représentatif de ce qui se passe dans le monde réel. Et c'est un biais statistique assez important et qui ne nous permet pas d'accéder à une bonne perception du réel. Alors, on a pas mal de questions par rapport à ces idées de bulles de filtre. Donc, Ouais. Elvire sur Facebook qui demande est-ce que les systèmes par bulles de filtre ou cookies qui favorisent l'isolement des individus favorisent un clash avec la société? Peut-être des antagonismes J'ai envie de entre. dire un petit peu oui par rapport à l'exemple. J'ai pas de travaux en tête là-dessus, hein, donc je vais juste livrer une intuition, mais j'ai envie de dire oui dans la mesure où on reste dans cet entre-soi, on se mêle surtout pas avec, enfin, déjà on n'est surtout pas mêlé par le dispositif à ceux qui pourraient penser différemment que nous. Mhm, Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si une information différente vient à nous rencontrer, ça provoque un effet boomerang, donc une radicalisation de l'opinion. Et en général, quand on est radical, on est un peu nerveux aussi. mhm. Vous voyez l'idée. Donc, D'accord, oui. Donc, ça veut dire que ça pourrait si vous favoriser, suivez- quoi, là tout le à l'heure, clash. j'ai parlé de Didier Raoult, les pros et les antis. Si vous regardez sur Twitter, mais il y a des warflames, comme on appelle ça, mais démentes, où les gens s'affrontent, s'insultent, etc. Le point Godwin, il est atteint dès le premier message, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, donc ouais. La culture du clash est bien là sur les réseaux sociaux. Ouais. Maltorg qui demande bonjour par rapport à votre remarque précédente. Ce serait quoi une pensée sans bulle de filtre? Une pensée sans bulle de filtre. Je comprends pas forcément bien la question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui pensent à créer des moteurs de recherche qui introduiraient la notion de hasard. Vous savez, les réponses dans un moteur de recherche, elles sont ordonnées. Et là aussi, cet ordre-là, j'avais fait une recherche, influence beaucoup, beaucoup et nos comportements et nos attitudes. Et d'ailleurs, il y a une petite blague qui circule. Où est-ce que, tiens, sur Internet, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut cacher un cadavre sur Internet? C'est la réponse ou pas? Non, je ne sais pas. C'est sur la deuxième page de Google. La deuxième, pardon, parce que personne n'y va jamais, on s'arrête toujours à la C'est première. vrai, quand on fait une recherche Google, on va jamais à la deuxième Voilà. page. Ouais. Donc, cette idée, ça veut dire quoi? Euh, euh, Elles ont une telle influence et elles sont tellement ordonnées par l'algorithme, là encore. Mais attention, je ne dis pas que les algorithmes, c'est pas bien, il y en a partout. Puis un algorithme, c'est juste un calcul, hein. Mhm. Mais réintroduire du hasard, réintroduire des éléments qui pourraient nous heurter, il y en a qui travaillent là-dessus. Mhm. Parce que bah, justement, d'une certaine façon, pour nous faire sortir de la bulle de filtre. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai été surpris, je me suis dit ça doit venir de ces histoires de bulles de filtre. YouTube m'a proposé, alors que je naviguais comme ça, je cherchais des vidéos, il m'a dit voulez-vous voir des vidéos auxquelles vous n'êtes pas habitué, qui sortent des chaînes auxquelles vous êtes abonné? Je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça doit être voilà, une volonté de rééquilibrer un peu les choses et de sortir de cette idée de bulle de filtre. Peut-être que les réseaux vont s'y mettre aussi. Ben, on est dans la logique que je vous ai décrite. Mm. Alors Jules qui demande Twitter est très anonyme. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a très peu d'engagement aussi? Il n'y a pas l'engagement au sens de la théorie psychosociale ou au sens de la communication engageante, en sens de l'information de la communication. Effectivement, il n'est pas monstrueux. Il s'apparente à ce que Yevgeny Morozov, je ne sais pas si vous connaissez Yevgeny Morozov, Non? c'est quelqu'un qui a écrit To Save Everything, Click Here, et c'est celui qui a promu la notion de solutionnisme technologique. C'est l'idée que dès qu'on a un problème, vite, il faut créer une technologie qui va régler le problème. Hmm. On ne pense plus trop à l'humain. Et ça, pour lui, c'est un gros problème. Bon, il faut lire ce livre, hein, il est intéressant. Et donc, Yevgeny Morozov, qui est un intellectuel et qui aussi écrit des tribunes dans la presse,
Lui, il avait inventé un mot qui s'appelle le slacktivisme, c'est-à-dire l'activisme paresseux, l'engagement mou, si vous voulez. Hmm. Pour lui, c'est dramatique ce type d'engagement sur Twitter, etc., par exemple, parce que ça explique presque pourquoi les gens ne vont plus voter, ne croient plus en rien, etc. On a d'autres personnes qui sont, par exemple, je pense à Jacques Illon, qui a écrit S'engager dans une société d'individus, qui lui est moins négatif. Lui, il parle d'engagement post-it. Et il dit malgré tout, dans son ouvrage, hein, et il dit malgré tout, ces formes d'engagement individuelles, différentes, sont des mutations et elles sont utiles pour après créer dans une dynamique instituante, j'ai envie de dire. Voilà. Hmm. Euh, Est-ce que je réponds à peu près à la question? Ouais, oui, ça me semble clair. Euh, bon, le temps tourne, hein, dis donc, on aurait encore énormément de choses à dire. Ah non, non, moi, Mais l'heure hein. est malheureusement bientôt finie. Euh, j'avais une question, c'était la question de la fin qu'on peut aborder maintenant. C'est est-ce que pour vous, il y a un danger potentiel de surengagement que génèrent tous ces phénomènes dont on vient de parler c'est-à-dire à la fois les gens qui s'engagent beaucoup parce qu'ils veulent se créer une marque sur Internet, parce qu'ils veulent se créer une image en ligne, mais aussi un surengagement parce que les plateformes elles-mêmes, elles vont chercher à maximiser notre engagement, quoi. Oui, alors, mais en préambule, je crois tout à l'heure, vous aviez déjà un peu parlé de ça, et je vous ai parlé de Stowe et de ce qu'il appelait le escalation of commitment, Oui. l'escalade d'engagement, qui est l'idée de persévérer dans un cours d'action qui est dysfonctionnel. Typiquement, c'est vous avez votre voiture, elle a 30 ans, elle a une première panne, oui, ça coûte cher, mais bon, après tout, vous y êtes attaché, puis elle roule encore, vous la réparez. 2 mois après, elle a une seconde panne qui coûte aussi cher. Et après, on est inscrit dans un cours d'action qui fait que on a tellement mis d'argent pour la réparer, alors qu'il serait beaucoup plus rationnel de la changer. En plus, on a peut-être une prime, je ne sais quoi, moi, Mm. euh, qu'on va persévérer dans ce cours d'action. Voilà. Donc, ça c'est l'escalation of commitment. Euh, Après, attention, hein, juste, ce que je voudrais dire, c'est que les réseaux sociaux numériques ne font pas de nous mécaniquement des crétins digitaux, Mhm. comme on a pu le lire ou l'entendre, C'est vrai. je ne développe pas. Il y a une possibilité qui existe, qu'il ne faut pas négliger, mais elle est assez minime. Avec mes chers collègues Didier Courbet et Marie-Pierre Fouquet-Courbet, nous avons fait un article qui porte les addictions et les comportements problématiques liés à Internet et aux réseaux sociaux. C'est une synthèse critique de vraiment un gros état de l'art, un travail colossal, Ouais. euh, des recherches de ce qui existe et des nouvelles perspectives. Donc, je vous invite à le lire puisque c'est accessible en ligne et gratuitement. Pour une fois que quelque chose est gratuit, ma foi, autant y aller. Sinon, je recommande donc Didier Courbet, Marie-Pierre Fouquet-Courbet, qui ont écrit un livre. Oui, j'ai oublié le titre. Je vous le recommande parce qu'ils ont vraiment une approche assez mesurée, ce qui est rare hein, à trouver aujourd'hui. C'est soit Internet c'est génial ou soit Internet il faut arrêter. Euh, non, eux, ils ont une approche très très équilibrée, scientifique et juste de la chose. Non, il y a des dangers effectivement. J'en vois un, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. La comparaison sociale, c'est l'idée que on a tendance à se comparer aux personnes que l'on croise, que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et si on a un usage passif de ces réseaux sociaux et qu'on voit des gens qui, forcément, quand on se prend en photo, on essaie de se mettre plus ou moins à son avantage, etc. Mm. À la plage, quand on est dans sa pauvre chambre tout seul à lire un roman qu'on ne comprend pas, on ne se prend pas en photo. Donc ça fait moins rêver. Donc si on regarde tout le temps des photos de gens à la plage qui sont tous magnifiques, avec des filtres et tout, ça peut favoriser des syndromes. J'ai pas dit des maladies. Hein. Un syndrome, c'est un corpus de symptômes, c'est des syndromes dépressifs. Mm.
Aux États-Unis, en Asie aussi, surtout, il y a quelque chose qui s'appelle la dysmorphophobie Snapchat. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Non, ça me dit rien. Alors, il y a des jeunes personnes qui, à force d'aller sur Snapchat, se perçoivent comme ayant un défaut physique Ah oui, et qui vont voir un chirurgien esthétique en disant, voilà, je veux ça. Et ils viennent avec leur téléphone mobile et montrent avec des oreilles ou des yeux élargis, etc., le d'accord, filtre Snapchat qu'ils veulent qu'on leur applique en vrai dans la vraie vie. d'accord. Et sinon, il y a un autre phénomène qui est assez embêtant, c'est ce qu'on appelle le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est l'idée de toujours avoir peur de passer à côté d'une information. Et c'est une notification qui pourrait, alors qu'on peut très bien vivre là, avec son téléphone de temps à autre, hein, le laisser dans un coin à certains moments, le reprendre à d'autres, et puis voilà. Donc ça, effectivement, ce sont des risques. Après, juste pour finir sur cet aspect, en plus, je crois que vous m'avez dit qu'on allait déborder. Alors, Je en peux plus, on a des questions à la je fin, peux là. revenir, aucun problème. Mais non, je plaisante. Euh, de là à parler d'addiction, c'est nous avec Didier et Marie-Pierre Courbet, on a une approche assez mesurée. En général, les gens qui ont des comportements excessifs et problématiques avec Internet, ce sont des gens qui avaient des problèmes d'ordre psychologique en amont. Hmm, Donc, Internet n'est pas la cause, le- elle est la conséquence, hmm, d'une certaine façon. d'accord. Et les gens chez qui ça induit des vrais problèmes ne sont qu'une minorité. Mhm. Voilà, c'est à considérer ça. Tout à fait. D'ailleurs, on avait reçu un psychologue clinicien qui parlait notamment de cette histoire de troubles du jeu vidéo, ou voilà, des troubles des usages des jeux en ligne, et qui, du coup, bah, sont pas si alarmants que ce qu'on pourrait croire. Non, mais Euh, on a je peux me encore permettre, quelques questions? ouais, mais je peux me permettre juste un truc sur les jeux en ligne. Oui, Les jeux en ligne et les jeux d'argent sont les oui. seuls qui sont officiellement aujourd'hui reconnus par le DSM-5. Le DSM-5, c'est la Bible, enfin, de certains psychologues. C'est c'est là où il y a toutes les maladies Mhm, psychologiques. Et les jeux d'argent sont reconnus sur Internet, sont reconnus en tant qu'entité, comment dire, pathologique. mhm. Le reste, non, pas encore. Ok, est-ce qu'on a le temps de prendre encore quelques questions? Pour moi, oui. Pour vous, oui, allez, on prend les questions que vous avez posées dans le chat, là, il y en a pas mal. Donc toujours sur ce sujet. Alors déjà par rapport à ce que vous parliez, ce que vous disiez sur Didier Courbet, le livre Connecté et heureux, c'est ça que nous dit Voilà. Camille Nicasion. Il faut l'acheter, il faut le lire et en parler autour de soi. Ok. Alors il y a Samso qui demande, alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la théorie des coûts irréparables. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi non. Non, moi non, moi je connais la dépense gâchée, le piège abscon, qui est dans la continuité de l'escalade d'engagement. J'imagine que c'est peut-être quelque chose qui s'en approche. Il faudrait que cette personne développe. Voilà. Cécile Desto qui demande finalement pourquoi aller sur les plateformes si on n'a rien à vendre? Par rapport au fait qu'on devient des marques en ligne, je suppose. On peut y aller pour différentes raisons. On, on a quand même un libre arbitre, et heureusement, mais il est à conquérir. C'est en fait dans une conception un peu spinoziste de la chose, on est déterminé. Il faut prendre conscience de ce qui nous détermine pour pouvoir s'en libérer et justement s'informer tranquillement, sortir de sa bulle de filtre, sortir de ses mécanismes. Et donc, on peut s'informer dans ces cas-là, on peut s'amuser, on peut blaguer, on peut faire plein de choses, mais on peut aussi vendre, acheter, enfin, tout ce que permet Internet aujourd'hui, en fait. Mhm. Stéphane Chamillon qui demande le succès d'un réseau comme Facebook n'est-il pas dû au plaisir que l'on a à s'espionner les uns les autres? Ah, le lurking. On appelle ça le lurking, en fait, l'idée de regarder un petit peu caché, peut-être, peut-être, sans doute, je sais pas. Fetazi qui demande existe-t-il des moments où Internet peut desservir l'engagement? Je pense justement à l'expression de Morozov dont vous parlez tout à l'heure.
qui dit Internet est à la fois un lieu de libération et de répression. Je pense notamment aux régimes autoritaires qui prolongent la persécution jusqu'aux mailles du web. Ah ben c'est sûr que dans les régimes autoritaires, les Chinois ont leur propre, c'est le Weibo, je crois, ont leur propre réseau et qui laisse pas tout passer. Donc, mais là, c'est plus l'idéal d'Internet pensé, par exemple, par Tim Berners-Lee ou qui rêve d'un Internet ouvert, avec des connaissances librement accessibles à tous. Là, c'est un cas particulier. Mhm. Les réseaux sociaux, demande Maltorg, ne sont-ils pas le mégaphone des minorités qui souffrent? Ça l'est. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu. Je parlais de psychologie, là, ça peut pas je peux pas m'empêcher de penser à Moscovici qui avait théorisé les minorités actives. Euh, oui, il y a sur Internet des minorités, visibles ou non visibles, qui s'expriment, qui font de l'activisme et qui arrivent à émerger après, à passer dans le monde réel. Genre, des personnes en situation de handicap, notamment, j'ai déjà vu ça, des collectifs de personnes en situation de handicap qui sont, entre guillemets, nés sur les réseaux sociaux et qui après ont conquis les grands médias ou l'espace public Mhm. de façon plus générale. Ok. Et Jules qui nous dit à la fin, Internet peut exacerber des choses existant déjà. Le parallèle avec les jeux vidéo est présent au quotidien dans ma pratique de psychomotricienne. Ok, merci pour ce témoignage. Bon, on a déjà bien dépassé l'heure. Je vais vous mettre, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que comme souvent dans nos émissions, 1 heure c'est court et on aimerait pouvoir continuer à parler. Là, je suis sûr qu'on aura encore de quoi échanger pendant une autre heure. Oui, En tout cas, merci beaucoup, hein, Stéphane Amato, c'était vraiment très intéressant. et Super moi. discussion. Donc vous avez publié récemment Les réseaux sociaux numériques redéfinissent-ils l'engagement? Je vais vous mettre les liens en même temps dans le chat que je vous les affiche. Alors, hop, avec la commande invité. Voilà. Donc vous avez les 3 liens vers les articles que je vous mets. Donc c'est celui-ci sur est-ce que les réseaux sociaux redéfinissent l'engagement? Celui-ci sur les addictions et comportements problématiques liés à Internet et aux réseaux sociaux. C'est une synthèse critique des recherches et nouvelles perspectives que vous avez écrit avec vos collègues Didier et Marie-Pierre Fourquet-Courbet, dont vous nous parliez tout à l'heure. Et celui-ci qui est développement de marques personnelles en ligne et influence sociale. Donc là, on en parlait en début d'émission surtout, de comment voilà, on développe notre marque, notamment sur LinkedIn ou sur Twitch. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Merci beaucoup, hein, du coup, je vous le redis, c'était vraiment une très bonne émission. Et moi. Merci, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé dans le chat, à ceux qui nous ont Oui, regardés aussi sans participer. Vous étiez voilà, les bienvenus encore ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Donc mercredi prochain 18 h. On reçoit, avec mon collègue Fabien, on reçoit le philosophe Michael Kozik pour parler de la décision, de comment prendre des bonnes décisions, comment on décide. Voilà, c'est en rapport avec notre dernier... Attendez, je vais vous mettre en plus grand. Hop là, notre dernier magazine qui vient de paraître en kiosque sur la décision. Vous avez de la psychologie, notamment de la psychologie sociale aussi, dont on parlait ce soir, mais vous avez aussi de la philo, puisque Michael Kozik est philosophe et qu'il a participé à ce numéro. Voilà, donc on le reçoit avec Fabien la semaine prochaine. D'ici là, passez une très bonne soirée et à bonne bientôt. Bonsoir tout le monde.